Bonjour et X-Wing 2.0 aujourd'hui. Parce qu'il est venu le temps de tester le Premier Ordre et la Résistance. Enfin, surtout le Premier Ordre en ce qui me concerne, on ne se refait pas, ou pas totalement. Bref, même avec quelques préventions tenant surtout à ce que le Premier Ordre peine encore à ce stade, mais il est tout jeune après tout, à se différencier de son papounet l'Empire Galactique, le fait de parcourir le kit de conversion adapté m'a tout de même plutôt emballé et donné envie de tester pas mal de choses. Et j'avais notamment envie, un truc un peu con, de tenter 3 listes dans chacune desquelles un des 3 vaisseaux autres que le TIE FO serait en 2 exemplaires, des pilotes nommés tant qu'à faire, accompagnés à chaque fois d'un TIE FO justement, nommé, et différent dans les 3 listes. C'est la ligne de conduite que je me suis plus ou moins imposée, et je vais donc aujourd'hui vous présenter mes 3 premières listes du premier ordre, respectivement une à 2 silencers que je sentais pas mal, une à 2 TSF que je sentais assez bien, et une à 2 navettes Upsilon que je ne sentais pas du tout, mais qui m'amusaient bien. Ce sont des premières listes, et honnêtement un peu conçues à l'arrache. Avant même de livrer bataille, je me doutais bien qu'elles n'étaient pas optimisées, et après coup, j'ai bien repéré pas mal de trucs inappropriés qui ne servaient à rien ou pas assez, ce genre de choses. L'objet de cet article va donc être de proposer ces listes et de les critiquer d'emblée au regard d'une première expérience de jeu. Cependant, mon adversaire ne souhaitait pas figurer dans cet article, aussi ne vais-je pas discuter ces listes et pas davantage livrer de rapports de bataille à proprement parler. Je vais m'en tenir à la critique de mes listes et d'elles seules, ce qui sera probablement un peu abstrait, mais bon. Commençons donc avec la compo à 2 TIE VN Silencers. Ce vaisseau se pose d'emblée comme un des meilleurs du jeu, toutes choses égales par ailleurs. Très bonne caractéristique et économie d'action, un peu dans l'esprit d'un défenseur TIE-D. Très bon cadran de manœuvre, peut-être davantage à la Interceptor TIE-In pour le coup. D'autant que les 2 vaisseaux partagent la même capacité générique autopropulseur qui leur permet de faire une action de tonneau ou d'accélération rouge après leur action normale. Soit un repousser les limites intégrées, un peu limité, mais quand même parfaitement idéal pour le repositionnement et l'arc dodging. Pour un coût élevé, certes, mais je crois qu'ils le valent bien. Je ne perçois pas ces vaisseaux comme étant trop coûteux, là où ce sentiment persiste pour le défenseur TIE-D chez le papounet Empire Galactique. Et pour ce qui est des pilotes nommés devant intégrer la liste, je ne me suis pas posé la question très longtemps. Commençons donc par le boss, celui qui a la force en lui, et une famille prestigieuse qu'on qualifiera charitablement d'un peu dysfonctionnelle. Kylo Ren, 82 points d'escadron. Utilisateur de la force, donc, il dispose de 2 marqueurs de force avec récurrence d'un par tour. Sa capacité spéciale est associée à la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur. Il peut assigner la carte à un vaisseau contre lequel il vient de défendre, il n'est pas nécessaire qu'il ait subi un dégât. On choisit alors une des cartes de dégâts pilote dans le paquet de dégâts de l'adversaire et on la met sur la carte d'état. Ensuite, quand le vaisseau qui s'est vu assigner la carte subit un dégât critique, il subit cette carte précisément, qui, le cas échéant, attaque la coque en passant sous les boucliers. Bon, j'ai jamais été hyper fan de cette capacité, d'autant que les dégâts de pilote sont beaucoup moins incapacitants qu'en V1, mais à vrai dire à ce stade peu importe, j'y reviendrai. 2 silencers ça coûte cher, dès lors je ne pouvais pas les suréquiper et côté amélioration j'ai fait sobre pour les 2. Désireux de capitaliser sur le statut d'utilisateur de la force de Kylo, je lui ai attribué un des nouveaux pouvoirs de la force, figurant dans le kit de conversion du premier ordre, N, 3 points d'escadron. À vrai dire, j'avais d'abord hésité à lui confier plutôt l'autre nouveauté de la boîte, à savoir tir prophétique, mais les conditions assez restrictives pour que ce pouvoir puisse vraiment avoir de l'effet m'ont incité à privilégier finalement l'autre, accessoirement le premier pouvoir du côté obscur du jeu. Ah donc, N a pour effet, chaque fois que Kylo subit des dégâts, de lui faire regagner autant de marqueurs de force, ce qui en fait une sorte d'avatar tout de noir vêtu du Luke Skywalker de l'Alliance Rebelle, lequel regagne un marqueur en défendant, pas plusieurs en prenant des baffes. C'est que je voulais vraiment pouvoir bénéficier de ces marqueurs de force. N est peut-être bien la carte qui va me donner envie de mettre en avant des utilisateurs de la force que je mettais de côté auparavant dans l'Empire Galactique, comme Dark Vador, alors qu'il se défendait bien, certes, entre de bonnes mains, mais mes mains ne sont pas super bonnes, ou le Grand Inquisiteur, qui pourrait bien devenir enfin jouable. Restait de la place pour une autre amélioration, ce serait parmi les nouvelles cartes de technologie apparues dans l'équipe de conversion du premier ordre et de la résistance, optiques avancées, 4 points. Tant que Kylo effectue une attaque, il peut dépenser un marqueur de concentration pour changer un de ses résultats vierges en un résultat dégâts. En tout, Kylo Ren ainsi équipé coûte 89 points d'escadron.
Le second Silencer était forcément Blackout, 70 points d'escadron, pour être honnête celui qui m'excitait le plus au sortir du kit de conversion. À la même initiative de 5 que Kylo, Blackout a pour capacité, quand il effectue une attaque, si elle est gênée par un obstacle, de faire jeter 2 dés de défense en moins à l'adversaire. Un super wedge avec la condition des obstacles, certes pas évidente, mais le repositionnement du Silencer est censé permettre d'en bénéficier relativement facilement. Le talent associé dès lors ne faisait guère plus de doute, tir habile, un point d'escadron. Dès lors, quand Blackout tire à travers un obstacle, non seulement il fait perdre 2 dés verts à l'adversaire, mais en outre il gagne un dé rouge. C'est vilain. Ensuite, comme son copain Kylo, Blackout s'est vu attribuer la technologie optiques avancées, 4 points d'escadron, déjà décrite à l'instant. Ainsi équipé, Blackout coûte 75 points d'escadron. Restait de la place pour un chasseur taille FO et mon choix s'est porté sur Scorch, 35 points d'escadron. Tant qu'il effectue une attaque principale, s'il n'est pas stressé, il peut gagner un marqueur de stress pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ce qui est cool, d'autant que le cadran de manœuvre du taille FO est plus qu'honnête avec son lot de manœuvres bleues pour évacuer le stress. Scorch était à poil, pas de points libres pour lui conférer des améliorations, mais honnêtement il n'en a pas vraiment besoin. Et donc 35 points d'escadron pour Scorch. En tout, la liste fait 199 points d'escadron. Bon, je ne vais pas faire le résumé en audio, vous le trouverez sur le blog si jamais, avec également le lien pour visualiser la chose dans le générateur d'escadron officiel. Ça sera le cas pour les 2 listes que je vais encore présenter dans cette vidéo. Celle-ci, je l'ai atrocement mal jouée, mais elle est emportée quand même. Je crois qu'elle est potable, voire plus que ça dans l'absolu. Mais une chose est claire après coup, Kylo Ren est vraiment super balèze. Bien plus que Blackout tout compte fait, et il vaut tous ses points. Pas en raison de je vous montrerai le côté obscur, inutile de dépenser ses marqueurs de force pour ça honnêtement. Par contre, ne pas hésiter à balancer la sauce aussi bien en attaque qu'en défense, d'autant que N lui permet de se refaire sans trop de soucis, ni même sans vraiment se mettre en danger. Il faut être prêt à prendre des coups, mais sans s'en faire une montagne pour autant. Ça fonctionne très bien, notamment avec Kylo, et en définitive, oui, c'était probablement un bien meilleur choix que tir prophétique. Quoi qu'il en soit, le Silencer est un très bon vaisseau, et Kylo un excellent pilote, vraiment redoutable. Et probablement plus constant que Blackout, dont je n'ai pas vraiment su profiter de la capacité. Scorch de son côté s'est montré plus qu'honnête. Pour 35 points d'escadron seulement, un taille qui tape à peu près systématiquement à 3, ça vaut assurément le coup. Et oui, les manœuvres bleues relativement nombreuses lui permettent de gérer ce stress sans trop de difficultés. Un bon petit taille, moi je dis. Et un exemple parmi d'autres, voyez les listes suivantes, d'un taille FO qui se débrouille très bien tout seul dans son coin. Passons à la deuxième liste qui est donc centrée sur les chasseurs taille SF. Je trouve très intéressante la manière dont les game designers ont revisité ce vaisseau en jouant des apports de la V2, notamment au regard des tourelles et des slots d'artilleurs, et en revisitant aussi les coups. Pour mémoire, tous les chasseurs taille des forces spéciales sont maintenant dotés de la même capacité générique appelée tourelle d'armes lourdes. Ils sont dotés d'une tourelle, mais qui ne peut être orientée que vers l'avant ou vers l'arrière. Non, on ne peut pas tirer à travers les panneaux solaires. Mais par ailleurs, cette tourelle a pour effet de changer le prérequis de certains missiles. On doit, pas le choix, considérer désormais que leurs conditions d'arc de tir avant comme conditions d'arc de tir de tourelle. Si la tourelle est tournée vers l'arc arrière, on peut donc tirer des missiles par le cul, mais alors on ne peut pas tirer les missiles dans l'arc avant. Maintenant, il faut aussi prendre en compte la carte d'artilleur appelée artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, qui remplace l'ancien titre équivalent lequel était gratuit. Cependant, le coût des tailles SF sans l'artilleur a largement diminué. Rien n'impose de prendre cet artilleur, ou n'importe quel artilleur à vrai dire, même si c'est sans doute fortement conseillé. Quoi qu'il en soit, la nouvelle économie du vaisseau le rend globalement bien plus abordable. Cet artilleur a 2 effets. D'une part, si la tourelle est dans l'arc avant quand on effectue une attaque d'arme principale, alors on jette un dé d'attaque supplémentaire, soit 3 le plus souvent, le châssis de base étant à 2. D'autre part, si la tourelle est orientée dans l'arc arrière, alors après avoir effectué une attaque d'arme principale dans l'arc avant, on peut faire une attaque bonus dans l'arc arrière, toutes deux avec un 2 rouge de base. Le taille SF est par ailleurs relativement solide avec ses 3 points de coque et 3 boucliers natifs, et une valeur de défense de 2, pas tip top mais plus qu'honnête. Surtout, c'est un vaisseau très versatile, d'autant que sa barre d'action permet de lier n'importe laquelle de ses actions normales avec une action de rotation de la tourelle blanche, ce qui est très cool, même si en cours de jeu cela peut impliquer son lot de paris, et c'est là qu'une initiative élevée est particulièrement appréciable. Et, par chance,
Bon, sans surprise, hein, la patronne ici est forcément Quick Draw, 45 points d'escadron, comme en V1, et ce même si elle ne peut pas faire plus de 2 attaques par tour. Ses capacités uniques empruntent maintenant le nouveau vocabulaire des charges et elle en a une récurrente. Après avoir perdu un bouclier, elle peut dépenser une charge pour effectuer une attaque principale bonus, pas forcément contre celui qui lui a infligé les dégâts puisque ce n'est pas spécifié. Pour faire durer la chose, il paraît donc utile d'attribuer à Quick Draw des boucliers améliorés, 6 points d'escadron en raison de sa défense de 2, qui lui rajoute un bouclier. Elle en a ainsi 4 au lieu de 3. Mais attention, la capacité spéciale de Quick Draw confère une attaque bonus, et on ne peut pas faire plus d'une attaque bonus par tour. Il faut éventuellement se méfier du coup quand on emploie la capacité de l'artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, permettant de faire une attaque bonus dans l'arc arrière. Oui, elle en est forcément équipée. Qu'importe, même un peu nerfé comme on dit en bambouki, Quick Draw reste très chouette, et son initiative de 6 est un sacré atout qui la place dans le territoire des As, même en n'ayant que 2 dés verts. Autant jouer à Donf, je lui ai attribué le talent tactique de nuée, 3 points d'escadron, qui lui permet au début de la phase d'engagement de conférer son initiative de 6 à un vaisseau allié à portée 1. En l'espace ici, ce sera donc Backdraft, mais j'y reviendrai. Reste de la place pour des améliorations plus génériques. Déjà, comme ses copains les Silencers dans la liste précédente, Quick Draw dispose d'optiques améliorées, 4 points d'escadron. Ensuite, il paraissait censé de lui conférer des missiles, et je me suis décidé pour des missiles groupés, 5 points d'escadron. C'est une attaque à 3 dés rouges, normalement dans l'arc avant, mais ici du coup dans l'arc de tourelle, en raison de la tourelle d'armes lourdes. Ces missiles peuvent être tirés à portée 1 à 2 sans bonus de portée et disposent de 4 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible, mais pas sa dépense, on se contente de cramer une charge. En outre, après cette attaque, et quel que soit son résultat, on peut effectuer une attaque bonus, tiens, j'avais pas forcément fait gaffe à ça du coup, contre un autre vaisseau ennemi à portée 0 à 1 du défenseur en ignorant le prérequis d'acquisition de cible. Du coup, Quick Draw étant amené à jouer avec les acquisitions de cible, j'ai complété très classiquement son build avec le senseur système de commande de tir, 3 points d'escadron. En cas d'attaque, sans plus de précision contre un défenseur qu'elle a verrouillé, notre championne peut relancer un dé d'attaque, mais dans ce cas, elle ne peut pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. En tout, Quick Draw ainsi équipé coûte 76 points d'escadron. Son ailier est forcément Backdraft, 41 points d'escadron, puisque c'est hélas le seul autre pilote nommé de taille SF, et ça je trouve que c'est quand même assez regrettable. Cela dit, c'est un bon pilote, malgré son initiative de 4, mais voyez la tactique de nuée plus haut. Sa capacité est toute simple, quand Backdraft effectue une attaque de tourelle dans l'arc arrière, il jette un dé de plus. Le 3 rouge n'est donc pas réservé le concernant aux seules attaques de tourelle dans l'arc de tir avant. Si Backdraft ne gagnait pas forcément, contrairement à Quick Draw, à être équipé de boucliers améliorés, le reste de son équipement correspond pour l'essentiel à celui de sa copine. Forcément artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, mais aussi missiles groupés, 5 points d'escadron, système de commande de tir, 3 points d'escadron, et optiques avancées, 4 points d'escadron. Par contre, forcément là encore, le talent diffère. Sans plus de conviction que cela, je me suis décidé pour insaisissable, 3 points d'escadron. Quand Backdraft défend, il peut relancer un dé en dépensant l'unique charge de la carte. Cependant, après avoir exécuté une manœuvre rouge, il regagne une charge. Ce n'était probablement pas le choix le plus pertinent pour ce pilote, mais pas forcément un mauvais non plus, enfin je suppose. Quoi qu'il en soit, Backdraft ainsi équipé représente en tout 66 points d'escadron. Et il restait donc de la place, amplement assez en fait, pour un troisième vaisseau qui serait un nouveau chasseur taille FO. Pris par la folie des grandeurs et affolé par la marge qui me restait, je me suis décidé pour le patron dans sa catégorie, à savoir Midnight à 44 points d'escadron, qui, comme Quick Draw, bénéficie d'une initiative de 6, et Backdraft pouvant en principe bénéficier de la tactique de nuée de Quick Draw, ça fait 3 vaisseaux qui peuvent taper à initiative 6, ce qui est bien. Il a pour capacité spéciale quand il attaque un vaisseau ennemi qu'il a verrouillé, ou quand il défend contre le dit vaisseau, d'empêcher de modifier les dés du vaisseau ennemi, ce qui est bien aussi. Désireux de protéger Omega Leader, j'ai choisi de l'équiper d'un système d'occultation, 8 points d'escadron en raison de sa valeur de défense de 3. Je sais que beaucoup trouvent ça trop cher, mais moi j'aime. Il y a occultation dedans, c'est forcément bien. De manière peut-être un peu contradictoire, je lui ai attribué aussi le talent adjectif du premier ordre, à savoir fanatique, 2 points d'escadron. Quand il effectue une attaque d'arme principale, s'il n'est pas protégé, idest, s'il n'a pas de bouclier, et il n'en a qu'un seul à la base, il peut changer un résultat concentration en un résultat dégâts, c'est sympa et pas cher. Enfin, je l'ai équipé lui aussi d'optiques avancées, 4 points d'escadron, je me répète un peu. En tout, Midnight vaut, avec toutes ses améliorations, 58 points d'escadron. Et en tout, cette liste représente 200 points d'escadron tout rond. Vous trouverez là aussi le résumé et le lien dans l'article du blog.
Après avoir rangé tous mes trucs et bidules du kit de conversion du premier ordre, le TSF était probablement le vaisseau de la faction qui me séduisait le plus. Bon ben j'ai testé et je peux confirmer, c'est très très fort. Versatile, ça peut taper dur, ça encaisse bien, ça couvre bien le tapis de jeu. Vraiment un vaisseau efficace de manière générale. Quickdraw a brillé sans vraie surprise. Son nerf n'empêche pas qu'elle demeure un excellent pilote et son initiative de 6 est un sacré atout. Tactique de nuée a plutôt bien fonctionné pendant un temps, suffisamment pour justifier la dépense à mes yeux. Idem pour les boucliers améliorés de manière plus concrète et objective. Mais Backdraft s'en est très bien tiré aussi. En présentant son cul à l'adversaire, il peut taper sans avoir à effectuer des manœuvres stressantes, ce qui préserve son économie d'action. Très efficace aussi donc. Midnight, je suis plus partagé. Son initiative de 6, c'est là encore son meilleur atout. Sa capacité spéciale est bien, mais avec quelques limites. Ça reste un taille avec 2 dés rouges. Et honnêtement, les 2 autres tailles FO que j'ai joués lors de cette journée de test, à savoir Scorch et Longshot, se sont montrés incomparablement plus consistants et sans doute au moins pour partie parce qu'ils attaquaient à 3 dés rouges bien plus souvent. Et ils sont par ailleurs bien moins coûteux si leur initiative n'a rien à voir. Par contre, le talent fanatique a bien fonctionné. Pour 2 points d'escadron seulement, c'est une amélioration très sympathique. Mais d'autres cartes dans cette liste étaient sans doute mal choisies. Je me tâte par exemple concernant l'association des optiques avancées et du système de commande de tir. Ce n'est pas techniquement redondant, mais je ne suis pas certain d'avoir eu beaucoup d'occasions de bénéficier des deux à la fois. Les missiles groupés peuvent également poser problème, pour Quickdraw en tout cas. En concevant la liste et en la jouant, je n'avais pas fait gaffe à cette histoire d'attaque bonus. Je ne crois pas avoir triché, volontairement, lors de la partie, mais au cas où, mieux vaudrait probablement équiper Quickdraw. Backdraft, la question ne se pose pas, alors ok. Quickdraw donc avec d'autres missiles, probablement des missiles à concussion, je suppose, qui coûtent un point d'escadron de plus. Mais oui, ça a bien tourné, le TSF est fort, très fort. Et reste une troisième liste, la bizarre, qui n'était pas vraiment supposée fonctionner, mais l'a emporté quand même, celle avec 2 navettes de commandement de classe Upsilon. Comme j'avais eu l'occasion de le dire en chroniquant le kit de conversion, la très jolie figurine de l'Upsilon est étrangement le vaisseau du premier ordre que j'ai le plus pratiqué en V1, et j'étais curieux de voir ce qu'il donnerait en V2. Le fait qu'il ait conservé ses 4 dés rouges, avec 3 slots d'équipage et 2 de technologie, me rendait relativement confiant, ou en tout cas volontaire pour tester la chose. Ces navettes bénéficient maintenant d'une capacité générique appelée batterie jumelée. Tant que l'on effectue une attaque de canon, on jette un dé supplémentaire. Dit comme ça, c'est marrant, mais je ne suis pas bien certain de comment rentabiliser au mieux la chose comme on le verra plus loin. De toute façon, ce n'est probablement pas là que se situe l'atout majeur de ces vaisseaux. Et si j'avais bien conscience que ces navettes ne sont pas exactement du genre à faire des tonneaux à toute vitesse, je me disais que leur capacité de tir, leur solidité et leurs effets de soutien via l'équipage et éventuellement la technologie pourraient donner quelque chose de rigolo. Cependant, en construisant la liste, j'ai relativement vite été confronté à un problème. Les équipages du premier ordre sont peu nombreux et plus ou moins efficaces ensemble. On peut certes recourir au générique, mais l'absence du personnel de l'Empire Galactique s'est très tôt fait sentir. En même temps, j'avais envie de tenter un truc avec la force, ce qui ne me laissait pas 36 000 options. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je supposais qu'une liste à 2 Upsilon impliquerait de recourir à des pilotes génériques, ceux de la base Starkiller, mais en fouinant dans le générateur d'escadron, je me suis dit que recourir à des pilotes nommés se tenait en fait. Pas les big boss, mais des grouillots avec des capacités spéciales intéressantes. De toute façon, je ne comptais pas faire un build symétrique. En fait, la question de l'équipage, justement, le prohibait de toute manière. Et je précise d'emblée que ce principe de construction de liste ne me paraissait pas propice au test de l'association entre le lieutenant Dormitz et les données de pistage hyperspatial. Ce sera pour une autre fois, même si à vrai dire je ne sais toujours pas comment en profiter au mieux. Ah donc, mon premier pilote et celui dont la barque serait la plus chargée et de loin serait le lieutenant Tafson, 62 points d'escadron, à l'initiative 3. Après avoir subi des dégâts, il peut dépenser une charge pour faire une action, et il a 2 charges récurrentes. C'est intéressant car de manière très circonstancielle, l'Upsilon peut faire pas mal d'actions utiles. Concentration, acquisition de cibles, renforcement, coordination et brouillage. Et j'avais quelques idées d'amélioration pour booster un peu ces 2 dernières notamment, outre que j'allais apporter une autre action au vaisseau avec mon équipage. Autant commencer par lui du coup. J'avais envie d'une navette avec des marqueurs de force et j'ai donc choisi d'embarquer Kylo Ren, 11 points d'escadron. Il confère un marqueur de force récurrent au vaisseau et permet au travers d'une action donc d'assigner un vaisseau ennemi à portée 1 à 3 à la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur, en échange d'un marqueur de force, après quoi le fonctionnement est le même que pour le Kylo pilote.
L'idée n'était a priori pas de jouer avec cette action en premier lieu, mais éventuellement de profiter d'une action bonus pour punir les indélicats du camp d'en face. Maintenant, comme pour Kylo Pilote, le gain d'un marqueur de force me paraissait une raison suffisante d'embarquer cet équipage, même onéreux. Et comme dans cette liste un peu débile j'avais envie de tenter des trucs bizarres, je me suis dit qu'un marqueur de force ça n'était pas assez et que j'en prendrais bien deux, merci. Le premier ordre limite les options à cet égard. Mon deuxième équipage serait donc le suprême leader Snoke, 13 points d'escadron et il prend 2 slots d'équipage, comme son modèle Palpatine du temps de l'Empire Galactique. Honnêtement, c'était son marqueur de force qui m'intéressait, je ne comptais pas vraiment faire appel à son pouvoir, pas totalement pourri, mais un peu bof de manière générale, et totalement inutile dans la partie jouée. Et je vais le rappeler ici seulement pour mémoire. Lors de la phase système, je peux choisir n'importe quel nombre de vaisseaux au-delà de la portée 1. Je peux alors dépenser autant de marqueurs de force pour retourner face visible le cadran de manœuvre des 10 vaisseaux. A noter son association avec Kylo en équipage est pour l'heure le seul moyen d'utiliser Snoke pour révéler le cadran de manœuvre de 2 vaisseaux au lieu d'un seul. Ouais, pas top quand même. Mais pas grave dans cette liste au fond. Dans la joyeuse catégorie des améliorations inutiles, j'ai attribué à Tafson un canon laser lourd, 4 points d'escadron, celui qui est censé permettre avec les batteries jumelées des attaques à 5 dés rouges au-delà de la portée 1, mais avec tous les critiques convertis en dégâts normaux. Maintenant pour ça il faut que la cible soit dans le bullseye et comment dire... L'Epsilon n'est pas exactement une championne du repositionnement. Voilà, disons ça comme ça. Bon, c'était pas trop cher, hein. N'empêche, en parlant d'amélioration pas chère, il y en avait une qui me parlait bien davantage, les, attention, codes bio-hexacrypt, 1 point d'escadron. Cette technologie réservée au premier ordre, pour un coût tellement dérisoire qu'il en devient risible, permet de faire des trucs rigolos aussi bien en matière de brouillage pour les seuses d'en face qu'en matière de coordination pour les seuses d'en manquant. Si j'ai un verrouillage sur le vaisseau brouillé ou coordonné, je peux dépenser cette acquisition de cible pour effectuer l'action choisie sans la moindre restriction de portée. Là, comme ça, je peux brouiller un vaisseau ennemi à l'autre bout du tapis, ça change de la portée de base du brouillage à 1 seulement, mais aussi bien faire de même pour la coordination d'un vaisseau allié, la portée de la coordination étant normalement de 2. Amusant, et une des, pour l'heure, rarissimes manières de bénéficier d'une acquisition de cible sur un vaisseau allié. Et pour 1 point d'escadron seulement. Et j'ai complété avec un système de commande de tir, 3 points d'escadron, en supposant que les actions multiples de Tafson l'autoriseraient plus facilement à faire des acquisitions de cibles, sachant que les codes bio-hexacrypt donc seraient également de la partie pour les rentabiliser. D'ici à ce que la nécessité de les dépenser se présente, je pouvais bénéficier de mon senseur pour taper plus lourd, avec 4 dés rouges de base, ça ne se refuse pas. Avec tout ça, le lieutenant Tafson représente 94 points d'escadron. L'association de Kylo et de Snoke fait grimper les scores, c'est peu dire, à eux seuls, ils représentent 24 points d'escadron sur ce vaisseau, pas loin du quart. C'était un peu n'importe quoi, hein, bon. Mais je voulais donc aligner une deuxième Epsilon, ce serait encore un Truxon, à savoir le sergent Tanison, 60 points d'escadron. Son initiative devint seulement le classe en dessous des pilotes de la base Starkiller à cet égard, mais à ce niveau ça n'est probablement pas très important, et il fait plus que compenser avec une capacité unique amusante. Pendant la phase d'activation ou d'engagement, après qu'un vaisseau à portée 0 à 2 dans l'arc de tir avant a gagné un marqueur de stress, il peut dépenser une charge, il en a une récurrente, pour lui faire gagner en plus un marqueur de rayon tracteur. Mine de rien, une option de contrôle pas inintéressante. Et ça me plaisait bien de jouer la carte du stress, au point où j'ai embarqué l'équipage Capitaine Phasma, 5 points d'escadron, la dite ayant pour effet, à la fin de la phase d'engagement, d'infliger un marqueur de stress à tout vaisseau ennemi à portée 0 à 1 qui n'est pas déjà stressé. Ce qui dans l'absolu est bien. Maintenant, oui, tout à fait, ces deux options sur le stress ne se marient pas bien ensemble, voire peuvent paraître contradictoires, mais c'était une liste bizarre de toute façon. Et Tanison n'était pas destiné à avoir un vaisseau aussi rempli que son supérieur, le lieutenant Tafson. Sa seule autre amélioration est un canon laser lourd, 4 points d'escadron, là encore. Dans mon générateur d'escadron, je lui avais aussi donné des codes bio-hexacrypt, mais je me suis rendu compte seulement en attrapant mon portfolio de cartes qu'il n'y en avait qu'un seul exemplaire dans le kit de conversion du premier ordre. Dommage. Et au passage FFG, ça serait bien de rendre la collection dans le générateur d'escadron vraiment utile pour éviter ce genre de bêtises. Bref, cette navette assez light représente en tout 69 points d'escadron. Et il restait donc de la place pour un troisième chasseur taille FO de la journée. Dans cette liste, j'ai choisi Longshot, 33 points d'escadron. Quand il effectue ses attaques à portée 3, il jette un dé rouge supplémentaire. Dit autrement, se taille à 3 dés rouges à portée 1 et 3 et ne se conforme à son niveau normal de 2 en attaque qu'à portée 2. Très sympathique. Et j'y ai ajouté le talent fanatique, 2 points d'escadron pour le principe. De sorte que Longshot
coûte en tout 35 points d'escadron. Quant à la liste entière, elle fait 198 points d'escadron. Ce n'est bien sûr pas un bid de 2 points qui ne ferait pas sens avec des vaisseaux à initiative 1 à 3, c'est seulement que je ne voyais pas bien comment compléter. Voici, vous trouverez donc sur l'article le résumé avec le lien pour le générateur d'escadron officiel. Bon, je n'y croyais pas 2 secondes, même si en fait je l'ai emporté. Le truc avec les Upsilon, c'est qu'elles ont relativement de quoi encaisser. 6 points de coque, 6 boucliers, un dé de défense, une action de renforcement, et dans le cas de Tufson, 2 marqueurs de force, ça devait permettre de voir venir. En outre, dans un premier temps au moins, je pouvais couvrir une portion relativement large du tapis avec des attaques à 4 dés rouges. Par contre, je savais très bien qu'il serait très compliqué, passé quelques tours, de faire tourner mes vaisseaux, à un moment où les appareils ennemis auraient très probablement trouvé à se placer dans mon dos où je ne pouvais pas les attaquer. Dès lors, il me fallait progresser très lentement pour retarder cette échéance et infliger un max de dégâts à l'ennemi avant qu'il passe derrière moi. Un outil à prendre en compte ici était les manœuvres stop rouge des navettes. Je n'ai jamais autant fait usage de cette manœuvre que dans cette partie. Même si pas à chaque tour non plus, ce qui aurait tout de même ressemblé à de l'anti-jeu, et ce n'était vraiment pas le but. Je ne crois pas que c'était du fortressing interdit, mais au fond je n'en sais rien n'ayant jamais joué comme ça avant et jamais affronté non plus quelqu'un jouant comme ça. Je suis preneur de vos opinions à ce propos si jamais. Maintenant, faisons le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, eh bien déjà c'est le vaisseau, infernal à faire tourner, mais oui, relativement solide et qui tape lourd. Et l'efficacité du vaisseau rejaillit au moins côté pilote sur le lieutenant Tufson. Il a eu plus d'une fois l'occasion de faire des actions supplémentaires utiles. Tennyson, ça n'a pas vraiment marché par contre. Une autre chose qui a marché, même si en une occasion seulement, mais utile, ce sont les codes BioHexaCrypt, en l'espèce pour coordonner Longshot à partir du moment où il passait hors de portée de mes navettes. Je l'avais coordonné normalement plus d'une fois avant ça. D'ailleurs, puisqu'on y est, Longshot lui-même s'est très bien comporté. Il a causé beaucoup de dégâts en fait. J'avais lu ça et là des retours assez sceptiques quant à ce pilote. Un taille-faux bougerait trop vite pour rester à portée 3, etc. Sur le papier peut-être, mais avec un peu d'application, si ça marche, juré. Même si c'est peut-être là que la coordination a pu se montrer utile en autorisant certains tonneaux, par exemple. L'autre truc à prendre en compte, c'est que la portée 1 aussi, de manière parfaitement normale, permet à Longshot de tirer à 3 dés rouges. Dès lors, il ne s'agit pas en fait de cantonner désespérément le vaisseau à portée 3, ce qui peut effectivement devenir assez vite compliqué, que d'alterner avec souplesse les portées 1 et 3 avec des manœuvres rapides. Et à cet égard, le cadran trop efficace entre guillemets du taille-faux redevient un atout, comme de juste. Sérieux, je ne devrais probablement pas tirer des conséquences aussi généralistes sur la base d'une unique partie de test. Mais dans le cas présent, Longshot a accompli bien plus que ce qu'il me promettait à vue de nez. Oh, et je confirme, fanatique, c'est cool. Du côté de ce qui a marché, je citerai enfin le capitaine Phasma. Pas d'interaction particulière, non, mais elle a joué son rôle. Pas comme le système de commande de tir à vue de nez, mais bon, je n'y croyais pas trop non plus dans cette liste. Ce qui n'a pas marché, eh bien, les canons laser lourds, sans surprise. Aucun intérêt. Aucun. Le bullseye est quasiment inaccessible et les navettes tirent assez lourd sans ça. En fait, comme le canon impliquerait de convertir les critiques en dégâts normaux, il serait probablement moins efficace que l'attaque primaire. Un autre canon serait peut-être plus efficace, un canon ionique ou un rayon tracteur, même si c'est un peu rageant de jeter autant de dés rouges pour ne pas faire de dégâts. Cela dit, comme j'avais 2 Upsilon, équiper l'une des deux d'un de ces canons de contrôle pour servir les ennemis comme sur un plateau à la seconde, est une option à prendre en compte, je suppose. Restent les cas limites de Kylo Ren et du suprême leader Snoke. Clairement, ils ne m'ont servi que pour les marqueurs de force. Mais oui, pour le coup, ils m'ont servi. Comme dit plus haut, je n'envisageais pas vraiment de faire appel au pouvoir de Snoke, mais je n'ai pas non plus montré le côté obscur au pilote d'en face. Pas grave, c'était pas vraiment le propos. Bilan plus que satisfaisant n'empêche. Ces 3 listes, aussi mal branlées soient-elles, tout particulièrement dans le cas de la dernière, un peu honteuse, m'ont permis de tester les 4 plateformes existantes du premier ordre, et le bilan est bon pour toutes. Les 3 taille-faux se sont montrés efficaces isolément. Cela dit, si Midnight est le plus onéreux, Scorch et peut-être surtout Longshot m'ont globalement davantage convaincu. Ces vaisseaux en fin de compte sont trop perfectionnés pour être envisagés dans la continuité des chasseurs TIE-LN de l'Empire. Ils en constituent certes le modèle avancé, mais au point où ils deviennent des vaisseaux de complément tout à fait à même de se débrouiller par eux-mêmes, pas seulement le petit taille qu'on rajoute parce qu'il reste des points. Ce qui confirme à vue de nez un sentiment que j'avais au sortir du kit de conversion. Plutôt cool, trouvais-je. Par ailleurs, ils bénéficient énormément du talent fanatique que je trouve très intéressant. Pour ce qui est des Silencers, Blackout est décidément difficile à manier, mais Kylo Ren est incroyablement bon, nonobstant sa capacité spéciale finalement très secondaire.
Ses marqueurs de force le rendent infernal, et il a bénéficié ici de haine. Pouvoir de force qui s'avère sans doute concluant de manière générale, pas seulement associé à Kylo. D'aucuns pestaient pour son initiative de 5 au lieu de 6, mais honnêtement, s'il était à initiative 6, non, il est déjà assez monstrueux comme ça. Je ne serais pas étonné qu'il connaisse une augmentation du coût en point d'escadron d'ici à quelques mois, et je ne hurlerai pas le cas échéant, ça me paraîtrait dans l'ordre des choses. Les tailles SF aussi sont redoutables, très versatiles, relativement solides et peu onéreux, des plateformes intermédiaires de choix. Mon enthousiasme pour ce châssis a largement passé l'épreuve du test. Quickdraw est toujours très bien, mais Backdraft se défend aussi plus qu'honorablement. Mon vrai regret les concernant, c'est qu'il n'y ait pas d'autres pilotes nommés. J'aimerais bien que FFG y remédie quand viendra le moment de ressortir la figurine en V2. Quant aux navettes, c'est plus compliqué. Bon, ce sont de bons vaisseaux dans l'absolu, j'en suis persuadé, d'autant qu'ils tapent dur. Maintenant, le problème concernant les navettes à ce stade est indirect, me concernant. Il n'y a pas suffisamment d'équipage approprié pour en bénéficier au mieux, a fortiori quand on en aligne 2, les slots demeurent vides. J'espère que ça changera à terme, ça aussi, parce que j'ai toujours aimé jouer sur les équipages. Bon, par contre, les batteries jumelées, hein, bof. Côté pilote, le lieutenant Towson est chouette, très clairement. Le sergent Tennyson, moins pour ce que j'en ai vu, mais je pense qu'il doit y avoir matière à en tirer quelque chose, en y réfléchissant bien. Maintenant, une autre carte associée à cette plateforme m'intéresse toujours beaucoup, et ce sont les codes BioExacrypt. Pour un point d'escadron seulement, je suis sûr qu'il y a de quoi faire. Bilan très positif donc, voire mieux que ça, je suis conquis. Moi qui n'étais pas certain de prolonger outre mesure l'expérience du premier ordre, au-delà du kit, s'entend, j'ai maintenant bien envie de le faire, en sus de l'Empire Galactique bien sûr, car après tout il s'agit bien de faire Empire grand encore. Et du coup, à suivre.